Bon réveil à vous tous, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour cette matinale de ce samedi 27 décembre 2019. Toute l'équipe du samedi, de la matinale du samedi est là, fidèle au rendez-vous, j'espère que vous l'êtes aussi. Aujourd'hui avec Dr Agabi, sans plus tarder on passe au sommaire. Avec Dr Agabi on va parler d'une maladie dite inflammatoire qui touche la peau et c'est une maladie qui touche les adultes comme les enfants et elle atteint les hommes plus que les femmes. Il s'agit là du psoriasis et c'est une maladie qui est liée notamment à un facteur, il s'agit là du stress. On va parler justement de ces symptômes, des causes et aussi de la prise en charge de cette maladie et on recommande aux patients atteints de cette maladie et d'autres maladies certains savons naturels artisanaux pour bien évidemment pour ne pas, on va dire, affecter la maladie avec certains produits chimiques et le tout avec Diartis. On parlera de savons artisanaux et toute une variété. On va parler aussi d'une façon de saponification. On parle de ça. C'est une, entre autres, on va dire, procédure pour passer à on va dire, au produit final, à savoir le savon. Et on parlera aussi dans la première partie de cette matinale de l'hygiène de vie. On ne cesse de parler de l'hygiène de vie, mais quels sont les facteurs de l'hygiène de vie? Le tout avec Djelil Merezra. C'est pour la première partie. Quant à la deuxième partie, on parlera des nouvelles sportives avec Sarah Derbel, avec Kenza Nechar. On parlera des associations et de la protection des sites touristiques, bien évidemment, sans oublier, bien évidemment, les nouvelles du ciel. Justement, on est en plein vacances de la période hivernale et aujourd'hui, les parents qui ne sont pas en vacances se rencontrent avec les enfants car c'est le week-end et justement pour tracer la sortie de cet après-midi, que ce soit en famille, entre amis ou régler ses affaires, et ben c'est le moment de voir les nouvelles du ciel avec Friel Cheikh tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنت. Friel, bonjour. Bonjour à vous Mounir, excellent réveil à vous et excellent réveil aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui côté ciel le temps restera dégagé. On notera tout de même des passages nuageux plus nombreux au courant de cette journée vers les régions de l'Est, plus précisément à l'extrême Est, avec possibilité aujourd'hui encore de quelques faibles pluies, beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas au lever du jour près des côtes ouest et centre. Le soleil reprendra le dessus à partir de l'après-midi, il restera voilé par des nuages de type moyen élevé sans conséquence. Sur la partie sud, rien à signaler. Le temps sera dégagé, ensoleillé. Les températures, les voici cet après-midi. Elles restent en baisse, surtout à l'intérieur du pays, avec 11 degrés à Guelma, à Betna, 14 à Djilfa, 18 pour Tizi Ouzou, 17 Relizan Chlef Alger, 19 Tlemcen, 16 à Albayed, 21 de Béchar vers Gherdaya jusqu'à Biskra, Hassim Saoud, ça varie entre 26 et 27 au Sahara central, 23 vers le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental et enfin 28 c'est le maximum pour l'extrême sud. Aujourd'hui en Europe, le temps sera couvert pratiquement partout. En effet, la journée s'annonce hivernale. Beaucoup de grisailles, très peu de soleil au programme. Des températures négatives par endroits, avec -1 à Varsovie, 0 à Prague, Copenhague aussi, 2 à Berlin, 4 Budapest, 5 à Bucarest, 12 sous un grand soleil à Rome, 18 c'est le maximum aujourd'hui en Europe à Lisbonne, 11 à Bordeaux, 8 à Paris, 12 à Dublin et enfin 10 pour Londres. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h38 et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée avec vous, Mounir, et profitez du soleil. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, on va devoir profiter du soleil férial avec des températures hivernales. Il y a, on va dire, le mercure affiché aujourd'hui tout de même un petit 9 à Alger, s'agissant de la capitale. Non. Mais
Pas 9, quand même. Non, 9 degrés vers les coups de 4 à 5 heures du matin. Pour ceux, Oui, ceux qui se sont levés vrai tôt le matin, oui. C'est vrai qu'au lever du jour, il y avait eu beaucoup d'humidité. Et puis, on sent le froid qui s'est bien installé en Algérie. Mais la bonne nouvelle, le soleil reste toujours présent. Ce qui fera le bonheur des enfants, surtout dans cette période de vacances, voilà. Surtout pendant cette période de vacances d'hiver. Justement, je sais qu'il est, il a un fort caractère. Je sais qu'il parle beaucoup. Et je sais surtout qu'il est très beau. Je parle là de votre cher fils, Kenzie. Est-ce qu'il exige ces sorties? Est-ce que déjà, là, il commence à dire, maman, je veux sortir au parc? Ben oui, parce que je ne sais pas si vous l'avez... Bon, c'est clair que vous l'avez sans doute remarqué. Ces derniers temps, il y a beaucoup de jardins. En Algérie, de très beaux jardins même. Public, oui. Exactement. Donc on a le plaisir et la chance de sortir, d'autant plus qu'il fait beau, donc on en profite. Voilà. Et on a l'occasion aussi de rencontrer beaucoup de familles et tout. On fait l'échange et c'est toujours un plaisir de partager. Surtout les enfants qui se retrouvent entre eux. Exactement. Voilà, exactement. Merci Feriel Chir. On devra vous retrouver juste après le journal de midi pour un deuxième point météo. Et on parle d'acte médical, surtout lorsqu'il s'agit d'un acte médical urgent, excepté les urgences, urgences vitales. Il existe le Santé d'Homme. C'est donc il s'agit là de la première société algérienne privée de soins à domicile agréée par l'État. Comment ça marche? Le tout dans ce reportage signé Lilia Benassar. On se retrouve juste après. Nous sommes dans les locaux de Santé d'Homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons les consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, je vois l'objet le patient واش حاب واش معاه. Donc هذا قال لي par exemple حبيت une sonde urinaire. Donc انا لهنا نشوف les infirmiers اللي عندي كيما هنا في le planning. De quel côté? بير خادم. Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a بير خادم. Donc on assure la disponibilité de l'infirmier. نشوف معاه نقول له voilà عندنا un patient اللي يحب la sonde urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il يجوز لها. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'Homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës
et chroniques. Très utile et très intéressant, Santé d'homme, c'est donc, vous connaissez Dr Louided Agabi. Bonjour à tous, encore une fois, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour la matinale de ce samedi. Ils viennent nous retrouver sur le plateau, bien évidemment, les fidèles téléspectateurs. On retrouve, mesdames, messieurs, j'ai nommé Dr Louided Agabi, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour Mounir, bonjour à tous. Dia artiste, Dia, bonjour. Bonjour, bonjour l'équipe, bonjour à nos amis téléspectateurs. Et on dit tous ensemble bonjour. Bonjour tout le monde. Jalil. Bonjour à tous. Justement, on va parler. Ça va? Ça va très bien et vous? Justement, je l'envie avec Ilezen. Justement, il va parler entre autres facteurs de l'hygiène de vie. Et c'est donc la gestion de stress, c'est ça? C'est ça, absolument. Voilà. Et je pense que la population algérienne est à majorité stressée et parfois on parle de stress inutile. Oui. Justement, et on parle avec Dr Louided Agabi de cette maladie dite inflammatoire qui est aussi une maladie héréditaire avec plusieurs facteurs et notamment un facteur aggravant à savoir le stress. Et on va parler avec vous, Dr Louided, de... Le psoriasis. Juste après le jingle. Justement, pour le commun des mortels, le psoriasis, c'est cette maladie est liée directement au stress. On a tendance à dire, oui, c'est une maladie voilà, des nerfs, je l'ai chopé juste après une crise de nerfs ou juste à une période de stress. Or que non. Oui, aujourd'hui on va expliquer que le stress c'est un facteur aggravant, mais il n'est pas, c'est pas une cause directe. Voilà, il y a d'autres causes qui causent cette maladie et c'est une maladie de la peau. Justement. Voilà, qui est inflammatoire à la base. Oui. Alors, juste pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est le psoriasis? Alors, pour parler du psoriasis, comme on a dit que c'est une maladie de la peau, il faut aller, on va aller regarder un petit peu la peau sur une photo pour expliquer un petit peu. Donc, la peau, elle est formée de plusieurs couches. On a 3 couches. Donc, la plus superficielle ou celle qui est en haut, c'est la couche, c'est voilà, c'est l'épiderme. Juste en dessous, c'est le derme et juste tout en bas, c'est l'hypoderme. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la couche la plus superficielle, celle qui est en haut, c'est l'épiderme et c'est cette couche-là qui est responsable de la régénération des cellules cutanées. Cette régénération des cellules cutanées se fait normalement chaque 3 semaines, c'est-à-dire que chaque 3 semaines, il y aura de nouvelles cellules qui vont apparaître et les anciennes cellules seront poussées vers le haut pour les éliminer. Quand il s'agit d'un psoriasis, eh ben, cette régénération, elle va se faire d'une façon plus rapide, chaque 3 jours. Moyenne de chaque 3 jours, la peau, elle va se régénérer. C'est comme un phénomène de cicatrisation rapide, mais en continuité. Donc, ce qui va donner cette couche de cellules mortes, donc blanchâtres. Voilà, blanchâtres, sous forme comme des pellicules. Des pellicules blanchâtres ou des écailles blanchâtres. Et juste en dessous, c'est cette couleur rouge. Rougeurs, oui, voilà. Cette rougeur qui signe l'inflammation. Donc c'est une rougeur qui est surmontée d'une couche blanchâtre qui ressemble aux pellicules blanchâtres. Voilà. Justement, il y a plusieurs formes de psoriasis. Oui, il existe plusieurs formes justement. Il y a les formes qu'on voit, la forme classique. Les formes classiques, ce sont les formes qui touchent les faces d'extrémité, enfin d'extension, pardon. Et les coudes, les genoux. Là, en image. Oui, vous avez vu les petites pellicules blanchâtres. Donc, et juste en dessous, c'est cette couche rouge qui signe l'inflammation. Et donc, on a aussi le psoriasis du cuir chevelu. On a, ça touche la peau, donc ça touche surtout au niveau des mains. Mais on a d'autres formes qui sont rares. On a la forme palmoplantaire. On a la forme, c'est-à-dire la paume des mains et la plante des pieds. Ce sont, on va dire, les formes les plus difficiles à prendre en charge et qui font mal. Oui, exactement. Et on a la forme qui touche le visage. Heureusement que c'est une forme rare. Ça ne touche pas vraiment la majorité des patients. Et on a les formes graves. On appelle ça les formes graves. Ce sont les formes où toute la surface corporelle, elle est touchée. Plus de 30% de la surface corporelle qui est touchée. Et aussi, quand il s'agit d'une atteinte cutanée qui s'associe à une atteinte articulaire. Là, ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Donc, c'est une atteinte rhumatismale avec le psoriasis. Oui, ça, c'est des atteintes graves et qui nécessitent des thérapeutiques
plus agressive. Alors justement, avant de passer aux causes, Dia et Jalil, est-ce que vous avez entendu parler, j'imagine que oui, mais est-ce que autour de vous, il y a des personnes atteintes de cette maladie? Nous, dans le domaine de la coiffure, en tant que coiffeur et professionnel, donc on est familier avec ce... Vous êtes habitué à des personnes atteintes de cette maladie? Oui, notamment le psoriasis du cuir chevelu qu'on rencontre déjà souvent. C'est vrai que c'est difficile pour le patient de venir et de passer chez le coiffeur à cause de cette maladie, mais on prend en compte ça, c'est-à-dire que parfois on utilise des shampoings doux, ou bien si la personne n'est pas en comme crise. Ce cas-là. Exactement, Oui, voilà. tout à fait. Quand la personne n'est pas en crise, etc., on peut effectuer les prestations tout à fait normales, qu'il s'agisse d'une coloration ou d'un soin hydratant, à condition qu'il soit bio. Jalil? D'après ce que je connais sur le psoriasis, c'est que c'est une maladie auto-immune. Donc, je ne sais pas ce que c'est confirmé. Effectivement. Voilà, Oui. donc, je ne sais pas est-ce que les facteurs sont génétiques ou est-ce qu'il y a le stress qui est... Il y a plusieurs Merci pour la transition, Jalil. On va passer aux causes, justement. Et on parle là des causes avec Dr Ouidad Agabi. On parle d'une maladie, on va dire, inflammatoire, génétique, et aussi... Alors, il y a une prédisposition génétique. Quand la personne elle a dans la famille des gens qui ont le psoriasis, c'est pas forcément qu'elle va avoir le psoriasis, mais elle est sujette à avoir le psoriasis au cours de sa vie. Et on a remarqué que c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que suite à certains facteurs, notamment les infections virales, bactériennes, notre immunité, les cellules immunitaires vont devenir sensibles à nos cellules de peau. Donc ils vont les considérer comme des corps étrangers, ils vont s'attaquer à ces cellules et c'est ce qui va provoquer la maladie. C'est une maladie qui est restée mystérieuse pendant quelques années, mais là, de plus en plus, on essaye d'identifier les causes. On sait qu'il s'agit d'une inflammation. D'ailleurs, les traitements, ils essayent de cibler tous les agents inflammatoires, notamment les interleukines et tout. Donc, et il y a des facteurs qui aggravent ou qui favorisent ce psoriasis ou qui vont faire en sorte qu'il va se manifester. Notamment le stress qui est en tête de liste. On a aussi la consommation d'alcool, de tabac, les infections virales et bactériennes. Les conditions météorologiques aussi. Oui, exactement. Donc tous ces facteurs vont favoriser à ce qu'il y ait une réaction immunitaire, inflammation et apparition de... Et justement, dans l'histoire de l'apparition de cette maladie s'est répandue au sein d'une population, à savoir au Caucase, enfin la population caucasienne justement. Oui. C'est pour cela qu'on parle de conditions météorologiques, parce que cette maladie, le froid favorise, on va dire... Exactement. On a remarqué que le froid favorise et le soleil, c'est un facteur apaisant. On peut avoir des périodes de rémission grâce au soleil. Il peut être aussi un facteur aggravant dans certaines situations. Voilà. Alors, hormis bien évidemment les symptômes, hormis ces plaques rougeâtres, blanchâtres, avec des croûtes blanchâtres, quels sont les autres symptômes de cette maladie? Alors, c'est une maladie qui altère la qualité de vie de la personne. C'est-à-dire c'est une maladie gênante, comme c'est la peau que ça apparaît. Donc, ça isole, dire... Parfois c'est une esthétique, donc voilà, c'est très difficile pour la personne de... Oui, et là je voudrais signaler que c'est pas une maladie contagieuse. Oui, voilà. Exactement. Donc c'est ce qui fait que les gens, c'est-à-dire que ça met mal à l'aise la personne parce que les autres croient que c'est contagieux, donc ils ne s'approchent pas de la personne. Donc aujourd'hui c'est pour dire que le psoriasis c'est pas contagieux. Donc à côté de ces signes qu'on a l'habitude, qu'on a expliqué tout à l'heure, donc il peut s'agir d'avoir des démangeaisons et là c'est vraiment c'est gênant. Donc c'est dans 50% des cas on peut avoir des démangeaisons, on peut avoir des sensations de brûlure, on peut avoir une atteinte articulaire quand il s'agit d'un rhumatisme articulaire. Voilà, et ça agit sur, on va dire, sur l'aspect physique mais aussi psychologique. Et voilà, et justement c'est une maladie qui isole les patients, on va dire, atteints de cette même maladie. Alors le stress il cause la maladie et la maladie déjà c'est un cercle vicieux. Oui, voilà. Elle est stressante. Donc c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, parmi les traitements, les volets thérapeutiques, il y a la prise en charge psychologique de ces patients-là. Et justement, parlant de différents traitements, il y a aussi la prise en charge psychologique, il y a aussi le traitement, on va dire... Proprement dit. Proprement dit. Voilà. Donc, clinique.
Pour les formes, les petites lésions qu'on peut avoir sur la peau, parce que c'est une maladie qui évolue par poussée-rémission. Au début, elle se manifeste par des petites lésions et elle peut rester comme ça pendant une dizaine d'années, puis par la suite donner les formes graves. Donc, toute cette période-là, on peut prescrire des crèmes à base de corticoïdes, voilà, surtout. Exactement, à base de rétinoïdes, on peut les prescrire aussi. Mais quand il s'agit de formes graves, là, on passe à d'autres traitements, notamment des traitements à base de vitamine A, à base de corticoïdes, d'immunosuppresseurs. Et là, on va agir sur l'inflammation. Oui. Donc, comme on connaît le processus, on va aller stopper cette inflammation, calmer cette inflammation. Et là, on utilise les immunosuppresseurs. On a aussi la puvathérapie. Donc, c'est un traitement à base d'ultraviolets. Très bien. Donc, c'est des doses, on expose la personne aux ultraviolets, mais c'est des doses médicales, c'est-à-dire que c'est bien contrôlé parce que le risque, si on expose la personne beaucoup, le risque, c'est le cancer de la peau. Alors, juste, je pense que même chez vous, vous posez cette question. Est-ce que ce sont les mêmes traitements qui sont prescrits pour les différentes, on va dire, formes de psoriasis ? Non, ce n'est pas les mêmes traitements pour des différentes formes de psoriasis. J'ai dit que quand c'est une forme simple, là, c'est un traitement local. Voilà. Quand il s'agit de formes graves, là, il faut taper fort, il faut aller donner un traitement immunosuppresseur. Et là, c'est un traitement sur une longue durée, et ça prend du temps, mais les rémissions, on peut les avoir dans 40% des cas. Voilà. Et est-ce qu'on peut considérer la maladie comme une maladie incurable ? C'est une maladie chronique, justement, et qui évolue. L'évolution, elle est imprévisible, ça évolue par poussée-rémission. Donc, on peut avoir des années comme ça d'accalmie et elle peut se manifester par des formes graves. Et justement, c'est une maladie qui touche les adultes comme les enfants. Oui, alors c'est une maladie qui touche l'homme et la femme, et elle touche en général... L'homme plus que la femme ? Non, c'est la femme plus que l'homme, comme c'est une maladie auto-immune. Mais pas légal, on va se mettre d'accord. C'est une maladie. Toutes les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez la femme par rapport à l'homme. Mais elles touchent les hommes aussi. Et en général, c'est l'adulte jeune, c'est-à-dire entre 20 ans et 40 ans. Ça peut se manifester avant l'âge de 20 ans, mais elle peut se voir aussi même chez les enfants. Comme la médecine, c'est pas une science exacte. Je sais pas, j'allais le dire, on va poser la question à Dr. Ouidet Aghabé. Il y a aussi ce traitement j'ai envie de dire, de grand-mère, ou plutôt c'est l'eau de mer. Est-ce que c'est vrai que l'eau de mer atténue certaines formes de psoriasis ? C'est-à-dire aller à la plage, c'est ça ? Ou utiliser l'eau de mer pour se laver, etc. Justement, le soleil aussi. On peut utiliser les savons qu'on va pour se laver. Elle se prépare, la transition toute faite. J'ai quand même quelques secrets à partager. Justement, je pense qu'on a fait le tour s'agissant de cette maladie. Merci, Ouidet. C'est surtout le soleil qui associé à l'eau de mer, exactement. Il a un effet, il assèche, il apaise les lésions. Et je pense qu'en été, on est plus calme par rapport à la période hivernale. C'est ça, je pense que ça va de soi, c'est ça. C'est l'effet aussi anti-stress. C'est ça, vitamine D. Voilà. Exactement. Voilà. Et nos rayons de soleil, aujourd'hui, c'est Ouidet et Aïdia, justement. Avec ces différents savants, parce que vous m'avez stressé en début de cette... J'ai parlé de cette étape, cette procédure saponification. Et même on était jeunes, lorsque on était jeunes. Pas. Ah non, je parle des différentes informations. On disait, je ne sais pas si vous l'avez dit, sapone. Quand on était jeune, on disait sapone. C'est ça, pour dire sabone. Bon, bref, j'ai essayé à avoir des problèmes orthophonistes. En tout cas, c'était là l'espace santé avec Dr. Ouidet Aghabé. On a fait pratiquement le tour. On a essayé de vulgariser avec vous la maladie, le psoriasis. Pour plus de détails, vous pouvez, on va dire, contacter le Dr. Ouidet Aghabé. Est-ce que vous avez, on va dire, des liens, une adresse mail? Prochainement. Yes, préparez-vous. On va l'annoncer. Et justement, on disait que certaines patients atteints de certaines maladies, on leur recommande pour leur toilette, pour leur hygiène, pas de vie, hygiène, certains savons qui sont, on va dire, naturels et bio, Tout à fait, exactement. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça, on va donner plus d'informations pour différents types de peau. Justement, juste après le jingle. Bonification.
On est de retour avec vous, mesdames, messieurs. Merci de vous brancher Canal Algérie pour cette matinale de ce samedi 27 décembre. Et oui, plus que 3 jours. 3 jours. Ouais. Ouais, c'est la fin de l'année déjà. Et oui, ça passera. Quelles sont vos résolutions avant de passer? Je n'aime pas trop ce terme résolution. Parce qu'à chaque fois on note une résolution, on l'exécute jamais. En fait, moi je suis pour les objectifs à long terme. On parle d'hygiène de vie tout à l'heure, vous allez voir un petit peu ma philosophie par rapport à mener des objectifs sur le long terme. On peut avoir des résolutions et ne pas les appliquer comme vous venez de le dire. Et c'est ça, c'est génial. C'est la philosophie de Mirastra, je l'ai dans un petit moment. Mais avant, nous avons toutes sortes de... En toute honnêteté, c'est pas... Ça sapone. Voilà. Ça donne envie de les manger. C'est bizarre. Bon. Oui. Ça sent très très bon le savon. Mirastra, il a dit tout à l'heure que ça ressemble au macaron. Oui, voilà. Ça c'est un macaron. Macaron pistache, c'est ça. Oui, et voilà. On est en pleine préparation de mariée, c'est ça. Oui, écoute, de mariée, de cadeaux de fin d'année, pour se faire plaisir également. C'est vrai que ça coûte cher, mais offrir ça, c'est relatif. Oui. Bon, après, on parlera du prix, on parlera au fait des efforts et de l'énergie qui est investie au fait pour réaliser ces différents savons. Mais à la différence au fait des savons qu'on trouve sur les marchés commerciaux, au fait les savons en fait artisanaux, ce sont des produits qui sont naturels, comme tu l'as mentionné, qui sont des produits bio, mais qui apportent également des bienfaits à la peau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement utilisés pour se laver, mais ils ont d'autres vertus, d'autres propriétés nutritives justement pour les différents problèmes de peau qu'on peut rencontrer. Voilà, donc il ne cause pas de démangeaison ni d'irritation de la peau parce que voilà, c'est des produits qui ont été donc conçus spécialement, tu le disais bien, par le processus de la saponification à froid. Voilà. Juste pour revenir un petit peu. Alors, justement, on ne cesse de répéter ce mot-là, saponification. C'est quoi cette procédure, cette étape, saponification? Très bien, on va parler de cette méthode de fabrication qui est une méthode ancestrale. Juste pour revenir un petit peu dans l'histoire, juste pour parler un peu du savon, qui lui existe et est apparu il y a plus de 4500 ans. Voilà, donc il n'avait pas la même composition que les savons actuels, puisqu'il a été, en Mésopotamie, il a été fabriqué à partir de graisse animale et de carbonate de potassium. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que ça a évolué, qu'il y a eu une révolution, que la graisse animale a été remplacée justement par des huiles et notamment donc l'huile d'olive. Ah très bien, justement, voilà, il y a plusieurs savons qui sont composés et faits à base d'huile d'olive. Voilà, d'huile d'olive et d'autres huiles et d'autres gras, d'autres beurres également qui sont incorporés, des huiles essentielles également, et il y a des hydrolates aussi qui sont aussi incorporés. Donc la saponification, c'est quoi? Donc il s'agit d'une fabrication artisanale à froid, c'est-à-dire c'est la transformation d'un corps gras, de l'huile en glycérine et pouvoir par la suite produire les savons. Voilà. Donc c'est la glycérine, donc elle provient d'un process très naturel. Voilà, le process de saponification à froid va permettre de préserver au fait toutes les on peut le sentir, préserver exactement toutes les propriétés et tous les bienfaits. Donc les produits ne sont pas raffinés, ils ne sont pas, donc ça ne change pas. Et c'est ce qui fait qu'on peut éventuellement donc profiter des bienfaits parce qu'il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de destruction de tous les nutriments. Alors, pour cela, ce sont des savons à base de... The winner is le savon au grain et aux huiles de nigel. Il y en a tellement, j'aimerais pas dire de bêtises. Exactement, oui, c'est le grain de nigel. Ah oui, enchanté. Voilà. Enchanté. Voilà. Les propriétés très intéressantes, c'est dégommant, anti-eczéma et anti-acné pour les problèmes qui voilà. Justement, on a des savons pour cela. On a également des savons contre le psoriasis, pour les peaux matures, etc. On va un petit peu les présenter rapidement. Mais alors, donc je disais, donc ce qui est assez intéressant, donc on va revenir sur la composition puisqu'on en avait parlé. Donc il y a des huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile d'amande douce également qu'on peut retrouver, l'huile de ricin. Qui est en vogue ces derniers temps. En vogue, exactement. Qui est utilisée, bien sûr. S'il s'agit d'une huile de première pression, bien sûr, les bienfaits sont excellents. On a l'huile aussi de noyau d'abricot qui est utilisée. Pour les beurres, on utilise des beurres bruts.
comme le beurre de karité, le beurre de coco, de cacao. On en avait parlé la fois passée quand on avait abordé le thème du chocolat. À cela, on va... Oui, je me rappelle, c'était magnifique souvenir. Aujourd'hui, on n'a rien à manger. Aujourd'hui, tu vas sentir. Enfin, préviens quelque chose. À chaque fois, on écrit des incenses avec. Oui. Bah oui, c'est... Bravo, Diallo. Merci. J'aurais aimé bien voir. J'étais pas dans le chocolat. Aujourd'hui, on va développer l'odorat. Il y a une photo là. Voilà. Donc là, c'est les différentes formes de savon. On a des savons en barre, on a des savons en bombe, on a des sels de bain. Voilà, à cela, on y incorpore des hydrolates de fleurs pour donner au fait des senteurs agréables, des plantes médicinales. C'est toute une culture. C'est toute une culture, bien sûr. C'est toute une culture aussi qui utilise tous les produits bio et tous les produits naturels. Et c'est ce qui favorise au fait, je dirais, les propriétés au fait nutritives vont être très bénéfiques pour ça. Donc là aussi, on a une image d'une savonnerie. Voilà, donc on peut s'en procurer comme ça au poids. Donc là, une découpe, on a le savon en barre, on a d'autres formes, d'autres parfums. Ouais, on dirait une préparation de fromage. Voilà, c'est ça, justement. Voilà, Oui. c'est très artisanal au fait, hein, et c'est Voilà, manuel, il y a beaucoup de temps, beaucoup d'investissements qui... Ah oui. Voilà. Ça y ressemble, là. Oui, écoute, vu comme ça, on a aussi des parts de gâteau, hein, c'est ça, c'est pour un peu donner... Continuez. Alors, tous ces ingrédients, une fois qu'ils sont alliés, donc pour donner une gamme de savons très divers, comme on vient de le voir, et on le voit ici également, mais qui ne les positionnent pas, comme je l'avais dit, comme étant des savons juste pour se nettoyer, mais de véritables soins, puisqu'ils possèdent des propriétés hydratantes, nourrissantes, apaisantes, antifongiques également. Donc, et en plus, c'est des savons qui respectent aussi la nature et l'environnement, donc ils sont à 100% naturels et 100% biodégradables. Très bien. Voilà. Et est-ce que même si on abuse dans l'utilisation de ce savon-là, est-ce que c'est recommandé? Alors, à qui sont-ils destinés? Ça, c'est des huiles essentielles qui sont utilisées, comme on l'avait dit, dans le process donc, de la fabrication du savon. On avait dit qu'on utilise également des épices pour colorer, des hydrolates de fleurs. On utilise les beurres, les huiles également. Mais à qui sont-ils adaptés? C'est ce que tu viens tout juste de me poser comme question. Moi, je vais te dire que c'est des savons qui sont adaptés donc pratiquement à tout le monde. Ils sont adaptés aux enfants, à l'épiderme donc des jeunes enfants. On avait dit au fait que le pH, que la peau n'avait pas le même pH que les adultes, les peaux sensibles, les peaux matures, les peaux qui sont desséchées et irritées, mais aussi très important, je voulais souligner au fait, les peaux sensibilisées et les peaux réactives qui ont été également fragilisées par des traitements comme la chimiothérapie, comme la radiothérapie. C'est très important de le mentionner parce que on doit éviter d'utiliser donc les savons un petit peu commerciaux parce qu'ils contiennent des détergents qui sont un petit peu abrasifs, exactement, et qui peuvent aggraver, je dirais, plus le cas. Dans ce cas-là, dans cette gamme, on trouve également des savons donc, destinés à ces peaux-là. Donc, il faut aussi choisir un savon qui est un surgras, voilà, qui a du surgras, un surgraissage. Jusque-là, on n'a pas parlé de peau mixte ou grasse. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Oui. Si, on en a pour tout type de peau. On a peau sensible, peau sèche, je l'ai dit, donc pour toutes les peaux qui ont subi des traitements lourds. Pour la barbe également, pour les hommes, on a des savons qui sont... Je regarde vers Aska, je disais voilà, pour hydrater, je suis fidèle à ma barbe. Moi, je suis aussi. Oui, voilà. ça va. Justement, Voilà. on Pour parlait, soulager et Madame me l'a rappelé, on parle de sabon Dzaïr. Oui. Alors justement, est-ce que le sabon Dzaïr, à l'origine de la composition ou de la fabrication de ce savon-là, il y a ces compositions-là, il y a ces huiles essentielles? Bien sûr, c'est une saponification à froid de toutes les manières, c'est utiliser vraiment des produits naturels. On revient aussi le savon de Marseille aussi à l'époque du Moyen-Âge, etc. Ça a commencé comme ça, c'était en transformant la graisse animale en huile végétale, enfin utilisant plutôt l'huile végétale pour
pour produire ces savons-là, oui, le savon de Marseille, savon de Zahir, c'est un savon qui est très intéressant, même pour se laver. Il y a des personnes qui se lavent les cheveux avec, qui se lavent la peau, etc. Il y avait des savons à l'époque, plusieurs fonctions. Il y avait ce qu'on appelle le savon de tape. Oui. Aujourd'hui, on l'avait avec les cheveux et c'était, on va dire, recommandé notamment pour éliminer les poux. Oui. Je pense, est-ce que, on va dire, c'est fait parce qu'il y a la présence de différentes huiles essentielles, on en avait parlé la fois passée, qui vont avoir aussi un effet d'étouffer un petit peu ces poux. Hein. Donc voilà, ce qui est assez intéressant, l'usage de plusieurs huiles essentielles, de beurre comme je l'ai mentionné, de lavande comme ici on en a plusieurs. D'ailleurs je tiens, si tu me permets, à remercier Madame Faten Benirlef, qui est une dame exceptionnelle, une très belle rencontre, qui m'a aidé à préparer la rubrique. C'est très beau. Alors c'est une femme passionnée, qui est vétérinaire et qui a changé complètement de cap et qui s'est orientée vers la fabrication donc, des savons artisanaux. Voilà, qui est une autodidacte. Donc voilà, elle s'amuse à essayer plusieurs recettes. Donc là, on a un coffret en argile, donc on a le savon en barre, on a le sel de bain, on a plusieurs formes. On n'a pas utilisé beaucoup ce coup. C'est un jeu de mots là. C'est un jeu de mots, le sel de bain. Oh là là, c'est la deuxième fois que j'ai Deuxième bon point. Non, Jalil, ça va, t'es en forme aujourd'hui. Ça va. Excellent, sel de bain. Voilà. Ça va, il est bien. Ouais, c'est cool. Voilà, on retrouve ces coffrets. Elle a aussi une page qui s'appelle Nectar Savonnerie artisanale. C'est très important pour toutes les personnes qui veulent, bien sûr, surtout les personnes donc atteintes qui ont subi plutôt des traitements lourds. C'est très difficile de trouver du cosmétique, surtout pour voilà. Donc on a des produits. Donc c'est Nectar Savonnerie artisanale. Voilà, il y a des produits. Alors on a du grain de nigel quand on avait dit anti-eczéma, pour le psoriasis. On a des charbons actifs, etc. Grain de Niger. Parce que tout à l'heure. Voilà, il y a même du goudron. Le savon, on était où? Le savon de goudron de pin et de cad. C'est ça. Voilà. Celui-là, il est excellent aussi contre on parlait de psoriasis. Voilà, pour apaiser, pour soulager. Les dermatites également. Dit à parlant franco, alors il faut prévoir quelle bourse, ça va, une moyenne de combien pour acheter un coffret. Un coffret, écoute, honnêtement, je n'ai pas le prix du coffret, mais cependant, l'unité... Est-ce que c'est savon de goudron, c'est celui-là à l'image? Oui, ça a du charbon actif, exactement. Voilà, il est coloré, comme on en a sur le plateau. On a aussi du goudron de pin et de cad. Oui, c'est celui-ci. Encore, peut-être, il est beaucoup plus artistique. Et plus beau. Voilà, avec franchement de jolis coloris. Et jolies formes. Exactement. On a celui de la lavande également, qui est assez intéressant. Il est en violine. On a ici aussi le savon de cannelle, gingembre et de miel. Ça commence à rendre. C'est très très bon. Non, c'est parce que c'est fraîchement fait. D'accord. Voilà, c'est fraîchement fait. Et au fait, ça a une longévité, ça peut rester jusqu'à une année. Voilà, une année jusqu'à 21 mois. C'est-à-dire, même si les huiles essentielles, c'est-à-dire s'évaporent, on n'a plus ce parfum-là, mais le savon en lui-même, il est toujours très intéressant à utiliser. Là, il garde, il préserve ses... Et est-ce que ces savons-là, différentes formes, différentes couleurs, sont recommandés pour préserver sa peau? Alors, oui, bien parfois sûr. la génétique nous gâte parce qu'on hérite une belle peau de sa maman, de son papa. Après, oui, mais tu as besoin de l'entretenir, la peau, de toute façon. Même si tu as une belle peau, elle est exposée aux agressions. Surtout les femmes qui se maquillent. Externes. Non, même sans ça. Même sans maquillage, tu as des micropolluants aussi dans l'air. Tu as l'assèchement, le surtout froid, dans les le grandes villes. chaud. On Voilà. dit, oui, juste si je me permets, on dit généralement... Troisième vanne, non. Non, ça serait pas... Oui, c'est une vanne, oui. On va dire quelque part. On dit généralement, on parle de nature, c'est-à-dire de l'aspect génétique, donc on est gâté par certains bienfaits. Si on parle par exemple de la peau, et il y a le nurture, c'est-à-dire on doit nourrir. Donc, si on ne nourrit pas, cette nature-là peut éventuellement disparaître. Se dégrader, bien sûr. On n'en prend pas soin. Ouais. Je pense que quand on est gâté par la nature, il y a parfois une magnifique denture de certaines personnes qui prennent pas soin de leur denture et après on dit... on parle de race et on parle de génétique et on parle d'ethnie. Hein.
Donc c'est différent. Voilà, parce qu'après ce que tu consommes, du café, du thé, etc., on est toujours exposé, on a toujours besoin d'entretien. Et justement, en parlant de couleur de peau, alors une information pour une information, confidence pour confidence. Alors le sucre, la consommation excessive du sucre brunit le teint, tout comme le tabac. Et je pense après un régime... vieillit également. Voilà, justement. Et je pense des rides, on peut avoir des rides à cause de... Mais après les rides, je pense que c'est très beau. Hein. En toute honnêteté, quand on prend de l'âge, je pense que c'est très beau. Il faut savoir les assumer, on n'a pas le choix parfois. Alors, tu me posais la question pour les prix. Donc, je t'ai dit le prix du coffret, je ne l'ai pas. Mais par contre, l'unité est entre 150 dinars et 500 dinars. Je pense que c'est très raisonnable. Très raisonnable. Sans oublier que quand même, c'est un effort manuel qui est effectué. Donc, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie. Et voilà. Une dernière question, Dia, si vous permettez. On parle de pH. Est-ce que le pH de ces savons-là est un pH neutre? Il respecte aussi de toute façon les pH de la peau, bien sûr. D'accord. Voilà. Merci. C'est moi. Merci beaucoup. Merci, c'était la Dia avec toujours ce monde magique. Et elle nous emmène, elle nous embarque chaque fois dans une, on va dire, pour une traversée magnifique à travers des couleurs, des senteurs. Et je pense que l'Aïstrak samedi prochain, à manger. À manger. Et justement. Moi, je crois que c'était à manger aujourd'hui. Bon, les deux. Surtout cette. Alors restez avec nous, mesdames et messieurs, merci encore une fois de vous brancher, merci de nous rester fidèles. Justement, Feriel Hamdi, notre journaliste, cette fois-ci, elle nous fait découvrir le monde magique de cet artiste, de cet artisan du côté de la Casbah d'Alger, une céramiste avec des formes et des couleurs, un autre monde magique, autre que celui de Dia, avec Feriel Hamdi. À tout de suite. Dans son atelier, Behia Rouibi démarre sa journée de travail au petit matin, toujours avec la même soif de créer. Son inspiration guide ses mains. J'aime tout ce qui est manuel parce que notre fille d'Alna, ma mère elle était couturière. Je faisais avant de la broderie, tout ce qui est broderie, tout ce qui est couture et tout. Mais حضرت واحد l'exposition تاع céramique, j'ai bien aimé الصنعة هذه و j'ai fait une petite formation ومن تم je me suis lancée في céramique jusqu'à ce jour. Behia Rouibi est artisane en céramique et poterie. Elle perpétue ce métier d'art des maîtres artisans. Je fais de la poterie. La poterie, comme tu sais, c'est à base d'argile. C'est de l'argile passée au four. Ou les objets que je fais selon la demande du client. Qui يحبوا des coffres à bijoux, qui يحب tagine, qui يحب bougeoir, qui يحبوا des miroirs. كل واحد, j'essaie de satisfaire tous les goûts. Behia fait renaître un savoir-faire de ses cendres et revisite un pan du patrimoine algérien à travers ses œuvres. Les tableaux que je fais, je les fais exprès pour mes clients باش كيجوا يعرفوا القصبة كيفاش كانوا جدودنا آبائنا عايشين في القصبة la vie quotidienne de la Casbah. Et j'aimerais bien نعاودوا نولوا toujours je dis ça à mes clients cette bonne époque. La bonne époque عندنا تما le sujet là vous avez le sujet là حوانت سيدي عبد الله هذا حوانت سيدي عبد الله الزمان يقولوها زنقة الحامين باسكو القصبة زمان كل زنقة فيها صنعة زنقة الخرازين زنقة اللحامين زنقة النحاسين c'est comme ça c'était elle était vivante la Casbah elle était vivante et nous maintenant أنا كيما جاري مصطفى كيما فريد par exemple سام الله أنا هنا ماذا بينا نعاودوا نحييو cette bonne époque où je lance appel si je peux à tous les artisans de venir s'installer au niveau de la Casbah. La céramique est une technique permettant de confectionner l'argile cuite. Avec ses couleurs et ses motifs, le carreau de céramique est emblématique de notre patrimoine. Les maîtres de la céramique mêlent les registres et réinventent constamment le patrimoine, tout en sauvegardant un savoir-faire plurimillénaire. Magique
magnifique. Et c'était là le monde de Bahia Rubi, cette artiste céramiste du côté de la Casbah d'Alger. A été la rencontre de cette artiste Feriel Hamdi, non journaliste, qu'on embrasse très très fort. Et c'est un monde. Est-ce que vous avez aimé le monde de Bahia avec ses couleurs, avec ses formes justement? C'est un double voyage dans le monde de Bahia et aussi de la Casbah d'Alger, justement un site touristique magnifique à prendre en charge. Redoubler d'efforts pour la prise en charge de ce magnifique site touristique qui est classé patrimoine international par l'UNESCO. Djalil Meresqa, fidèle au poste pour nous parler d'hygiène de vie. On a tendance à parler d'hygiène de vie, dire oui, il faut respecter une certaine hygiène de vie, sans parler autant de ces, on va dire, de ces facteurs-là. Et avec vous, Djalil, on va parler des facteurs, notamment le tout premier à respecter, à savoir la gestion de stress. On commence par la gestion de stress. Oui. La respiration. Oui. Et ça fait partie. Hein. Ça fait partie. Quand on parle de respiration, ça fait partie de la gestion de stress quand on le fait d'une manière consciente. C'est très important. On respire souvent, tout le temps, on respire. Et jamais on a pris le temps justement de le faire d'une manière consciente. Là, on parle par exemple, de la méditation, de la pleine conscience. Quand on fait une respiration profonde, par exemple, on appelle ça diaphragmatique. Et la respiration aide beaucoup justement à faire apaiser ce stress-là quand on parle du stress. Et le stress, il ne faut pas voir d'une manière diabolique, parce que souvent on parle du stress, lutter contre le stress, anti-stress, alors que le stress c'est juste une réponse physiologique normale. Ce qui affecte justement la physiologie et la psychologie humaine, c'est le stress quand il est chronique. Quand il y a une chronicité dans la réponse du stress, tout le temps, stressé. On ne va pas parler des causes du stress aujourd'hui, mais les causes sont multiples. Donc, quand on est tout le temps stressé, c'est là où ça peut... Elles sont professionnelles, absolument, elles sont conjugales, elles sont... Et c'est ça, exactement. Et essentiellement professionnelles. Ouais, professionnel, ou quand on parle du stress aussi, on est dans le sport. Quand on fait du sport, c'est du stress. Voilà. Même si on dit que le sport fait diminuer le stress, ça reste un stress qui est positif ou négatif, mais c'est du stress. Donc il faut savoir comment justement diminuer ce stress-là pour qu'il ne devienne pas quelque chose de nocif à long terme. Voilà. Donc, voilà. commencer par la respiration. De gestion de respiration. Là, c'est une question qui peut être sur le plan médical. On a tendance à parler de soupir, tinhida. Et est-ce que le soupir est synonyme certainement de stress? Mais comment anxiété. Le soupir, voilà, anxiété, oui, le soupir. Comment fait-on pour gérer ce stress-là, on va dire, qui est traduit par ces soupirs-là? Ben, il faut apprendre d'abord à respirer. Ça commence toujours par cette base-là de se retirer dans un endroit où c'est plus calme, exactement. Et ça favorise une respiration plus... Il y a des exercices? Bien sûr qu'il y a des exercices qu'on peut faire. On peut faire un exercice là tout de suite si vous voulez bien. On commence. À l'improviste. Oui, surtout que le plateau sent bon, donc j'imagine que c'est justement, on est dans le contexte qu'il faut aussi, avec du bon savon. Donc on peut mettre les deux mains sur la table comme ça, avoir une posture bien droite, c'est très important. Oui. Il faut dégager le plus. Il faut dégager le plus, la posture bien droite, et là on peut fermer les yeux, parfois ça peut aider surtout s'il y a beaucoup de lumière et tout. Je vais fermer un œil, il faut éviter en fait tout ce qui est distraction, voilà, parce que les lumières bleues, les lumières artificielles, ça peut distraire justement cet exercice, et on le fait d'une manière consciente. On prend généralement en inspirant pendant 3 à 4 secondes. Voilà. L'inspiration devrait se faire bien entendu avec le nez et on expire avec la bouche, ça c'est très important. Ça paraît simple, mais quand on fait cet exercice à plusieurs reprises dans la journée, spécialement dans les moments où on sent un stress, dans la voiture, ça aide beaucoup à revenir justement à ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc c'est un état où on retrouve notre calme justement. On parle de retour au calme par exemple. Est-ce qu'il paraît qu'il faut le faire à chaque intervalle de 6 heures? Parce que c'est là où non 6 heures, je ne sais pas. Ça dépend du rythme de chacun. Voilà. Ça dépend de ce qu'on est plus l'occupation de chacun aussi. Absolument. Donc ça dépend de l'occupation de chacun. Ce qu'on est aussi le niveau d'activité physique journalière. Quand on parle de l'activité physique, c'est est-ce que la personne est sédentaire ou pas. Voilà. Mais sinon, ça aide beaucoup. On prend ça comme c'est comme la marche. On prend ça comme un cliché. Respirer, marcher. Alors que si on le fait d'une manière consciente, et c'est le terme, c'est vraiment être conscient, vivre ce moment présent et être conscient de cette respiration, ça aide beaucoup à revenir justement à un état initial qui est un état de parasympathique, de relaxation. Quand on parle de relaxation, c'est ça,
c'est retrouver cette zénitude. Connaisseur et professionnel dans le domaine, Jalil, est-ce que vous le faites vous-même? Oui, je le fais, oui, quotidiennement. Je le fais, alors je fais de la méditation. C'est peut-être une question bête, elle paraît bête, mais bon, après... C'est une très bonne question. Oui, il y a souvent certains, on va dire, spécialistes dans le domaine qui nous conseillent, nous recommandent certaines choses. Oui. Est-ce qu'ils le font eux-mêmes? Oui, je le fais tous les jours, et après je le fais d'une manière aussi... je fais beaucoup de marches avec méditation, je fais de la marche dans la nature. Et ça aide beaucoup justement à retrouver... pourquoi la nature? Parce qu'il y a les arbres. Et parce qu'on peut te croiser. À Benaklon. À Benaklon. Je fais ça souvent à Benaklon. Oui, il y a les bois de Benaklon, oui. Absolument, donc je fais ça pratiquement une vingtaine de minutes jour. Et voilà, je le fais, j'essaie de penser à rien, de juste marcher et voilà, écouter, utiliser ses sens. Justement, c'est ça la méditation, c'est être dans le moment présent. Et ça aide beaucoup justement à revenir à un système parasympathique. Ça diminue les battements de cœur, la tension artérielle. Il y a beaucoup d'études justement qui ont été faites par des Japonais, notamment on appelle ça de forest bath, c'est la douche de forêt, absolument. Parler de bain justement. Et surtout que c'est assez important, surtout dans la capitale, parce qu'on est, voilà, on est entouré de stress, de klaxons, puis même le paysage des bâtiments. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des parcs. Exactement. Donc on peut vraiment... Et au-delà de cette, on va dire, pollution, on va dire, qui est sonore, parfois pollution tout court, il y a aussi cette pollution de l'utilisation du smartphone. Absolument. Électromagnétique. Exactement. On est branché aux réseaux sociaux, parfois on est peut-être sidéré par certaines publications, par certaines, on va dire, vidéos, photos, et je pense que on s'auto-stresse. Je pense qu'il faut se déconnecter pour se connecter à la nature. Et je pense qu'il y a une... C'est pour ça qu'on parle, je ne sais pas si vous avez entendu du concept, le digital detox. Donc on peut faire un détox sur le plan... Moi, si je parle de ma petite expérience, je me connecte de moins en moins aux réseaux sociaux et ça fait beaucoup de bien. Le fait de pas s'exposer. On a plus de temps. Absolument, on vit avec le contact humain. Voilà. Il ne faut pas la mentionner parce qu'on ne va pas l'exécuter justement. Est-ce qu'il vous est arrivé d'oublier votre téléphone, votre cellulaire à la maison et pris de panique, après quand on est devant le fait accompli, on se rend à l'évidence et on se sent léger. C'est vrai. Oui, on se sent léger et c'est terrible. Quand on est en voyage, on est déconnecté, on n'a pas de réseau. Et oui, c'est vrai que ça inquiète les proches, mais après, on est léger. On a l'impression de porter un fardeau, Même le soir d'ailleurs. Bon, moi là maintenant, je le passe en mode avion. Et je remarque que je dors beaucoup mieux que lorsqu'il est comme ça. Et tu as plusieurs petites notifications qui déstabilisent. Surtout si on a un sommeil qui est léger. Et souvent inutile. Justement, on parle de cette gestion de stress, mais aussi on parle d'un deuxième facteur, à savoir le sommeil. Ça va de soi. Absolument, ça va de soi. Parce que si on parle de gestion de stress quotidien, généralement, si on arrive à bien gérer notre stress quotidien, on a une meilleure hygiène de sommeil. On parle de l'hygiène de sommeil actuellement. Donc, il y a beaucoup d'études où on met en avant justement le sommeil. On parle qui démontrent que le sommeil, on va dire. Absolument, qui démontre que le sommeil justement a une importance sur le plan bien-être physiologique et bien-être psychologique. Grâce à l'hormone de bien-être, l'endorphine. Oui, entre autres, neurotransmetteurs, je dirais, sérotonine, mélatonine comme hormone qui régule le sommeil. Sérotonine spécialement, parce qu'on parle de neurotransmetteur de la relaxation et du bien-être qui aide justement. Et la question, why is sleep so important? Sleep is so important, yes. Crucial. Après un carré de chocolat. Après un carré de chocolat. Après un bain de... Si c'est du chocolat noir, Source de magnésium. Justement, tout est relatif, tout est lié. Si on croit que le chocolat fait dormir, ça a de fortes chances, on appelle ça l'effet placebo. Et maintenant, l'effet placebo aussi a un rôle, une place dans la science. Et voilà, donc il y a ce système de croyance aussi, là on va rentrer dans un autre sujet, mais on parle de l'aspect épigénétique. Parce qu'on parle de la génétique, effectivement, on hérite des gènes de nos parents, de nos grands-parents et tout, mais il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est une nouvelle science qui... on va dire ce qui n'est pas à l'opposé de la génétique, mais on dit qu'on peut changer l'expression génétique par rapport à certaines pathologies, par rapport à certains comportements. En changeant le comportement humain, on peut changer. C'est un peu ça le message qu'on peut dire. Donc l'être humain n'est pas figé, c'est surtout pas l'être humain, donc c'est très complexe. Quand on parle du cerveau, de la cohérence entre le cœur et le cerveau,
Voilà, donc ça va de soi tout ça. Donc quand on parle de gestion de stress, de sommeil, le sommeil, on parle plus maintenant de combien d'heures de sommeil, on parle de rythme biologique, c'est-à-dire c'est conditions aussi de sommeil. Conditions de sommeil. L'environnement qui s'y prête à un bon sommeil. Et il y a aussi, on le rappelle, on cesse de le rappeler, de ce sommeil réparateur, à savoir dormir entre 21h et 3h, 4h du matin, ou respecter cette petite sieste, et qui est de 20 minutes, pas plus. Voilà. Ça dépend. En fait, la sieste, on est dans le rythme diurne, donc on n'est pas dans le nocturne. Le sommeil réparateur se fait en nocturne, quand il n'y a pas de lumière. Voilà. Après, bien sûr, les heures de sommeil, il n'y a pas d'heure précise, ça dépend aussi, encore une fois, du rythme biologique de la lumière du jour. Donc si le Maghreb il est à 7h du soir, ici dans un pays scandinave où là, le Maghreb c'est à 20h, c'est à minuit, ou je sais pas, c'est différent, c'est complètement différent. Donc absolument, oui. Donc ça dépend aussi du fuseau horaire. Justement, si on parle de ça, il y a aussi sur l'aspect religieux, le prophète Mohammed va respecter ses heures justement, il se réveillait d'ailleurs pour Salat al-Fajr, et justement le sommeil réparateur a été, on va dire, calculé entre 21h et 3h, 4h du matin, et le Qaïlula qui est, on va dire, cette petite sieste de 20 minutes pour respecter dans des salles obscures. Obscures, c'est absolument. Ça aide généralement la sieste à ce qu'on appelle en anglais le power nap, c'est les siestes éclairs. Très nap en anglais. Je fais en même temps la traduction rapidement. Oui, c'est bien, je fais ça. C'est ça, oui. Donc ça aide généralement à augmenter la productivité et ça aide à quelque part diviser la journée en deux. Pour entamer la deuxième phase. Pour entamer quelque part la deuxième phase. Ça aide beaucoup les gens justement, travailleurs, qui ont un travail intellectuel, avec un café et tout, ça relance cette journée, surtout après avoir mangé, généralement on a envie de dormir. Dans des entreprises, dans des multinationales, à l'étranger, aux États-Unis également, ils incluent ça. Exactement. Il y a des salles qui ont été aménagées rien que pour ça, pour que les employés et les staffs soient plus... Voilà. Si ça permet d'augmenter la productivité, oui, je suis d'accord. Si j'étais chef d'entreprise, j'aurais voté d'accord pour cette culture. Tu ne recommandes pas ça, si elle est obligatoire. C'est plus du power nap, ça sera du marathon nap. Si elle est obligatoire, excusez-moi. On se réveille à 17h, 17h. Voilà, justement, on va parler aussi d'alimentation, deux autres facteurs d'hygiène de vie, à savoir l'alimentation et l'exercice sportif, même si on l'a évoqué à travers la gestion de stress qui est aussi. Absolument. L'activité physique, quand on parle de l'activité physique, on ne doit pas s'arrêter juste à la séance de sport. On parle de l'activité physique journalière, donc être actif, bouger le plus souvent possible. Par exemple, si on prend une personne qui travaille dans un bureau sédentaire, il est recommandé de faire au moins de se lever ou d'aller marcher, ou aller faire des photocopies ou je sais quoi. En tout cas, ça serait... voilà. Après, ça devient comme une habitude. Vous savez, au bout de quelques jours, il y a cet automatisme qui s'installe. Cet automatisme, absolument. Donc c'est un apprentissage qu'on fait au niveau de nos muscles et tout. Donc ça devient un réflexe. Est-ce que l'exercice, justement, excusez-moi, est-ce que l'exercice sportif doit être régulier? Par exemple, si je fais du sport, on va dire 3 fois par semaine, est-ce que je dois respecter cela? Par exemple, je fais l'exercice le samedi, le mardi, le jeudi. La semaine d'après, est-ce que je peux faire le dimanche, le mercredi, le vendredi? C'est une très bonne question et je dis oui, largement oui, on peut. Non, c'est vrai, parce que ce matin. Les senteurs. Oui, c'est ça, c'est les senteurs françaises. Saponification. Oui, Jalil. C'est vrai parce que souvent on pose cette question, on veut savoir est-ce qu'on doit s'entraîner, cette fréquence-là, est-ce qu'on doit s'entraîner? Non, rien ne montre en tout cas qu'on peut s'entraîner régulièrement et être pas aléatoire mais avoir cette fréquence de 2 à 3 séances par semaine. Maintenant, si on enchaîne ou on n'enchaîne pas, ça dépend d'abord, je dirais toujours en priorité, de notre agenda. Parce qu'il faut voir toujours étudier les priorités de chacun et puis toujours s'adapter à l'agenda de la personne. Donc voilà, ça dépend de votre agenda quotidien et de vos priorités pour que le sport ne devienne pas une contrainte. C'est très important. Donc il faut accorder un moment dans la journée, même si... c'est pas qu'on n'a pas le temps, on a toujours le temps de faire les choses. Mais après, on a moins d'énergie.
C'est-à-dire l'énergie n'est pas peut-être la même. Absolument. Et peut-être essayer de faire De peut-être 20 recaler. minutes au lieu de se forcer à faire Ou de une décaler heure. le Voilà, lendemain exact. quand on a plus d'heures. Voilà. C'est tout. C'est dans ce sens. Et d'ailleurs, il est recommandé d'avoir une bonne forme physique pour faire du sport. Il est déconseillé de faire du sport quand on est fatigué. Parce que là, on va déclencher ce qu'on appelle le second souffle. Et on parle après d'arrêt cardiaque, de crise cardiaque. Oui, il était en pleine séance de sport. Et puis, il est mort. Pourtant, il avait une bonne forme physique. Plutôt, c'était un grand sportif. Mais je pense que sur l'aspect, on va dire, médical, un docteur, vous m'arrêtez si je me trompe. Et je pense que quand on est fatigué, on a besoin de repos. Voilà. Ok. Oui et non. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce point-là. On peut avoir un état de fatigue. Après, ça dépend. Non, mais peut-être, je pense que c'est l'intensité. Ça dépend en fait, voilà, ça dépend du degré de fatigue. Ça dépend du degré de fatigue. Intense. Absolument. Parfois, au contraire, l'entraînement peut éventuellement aider la personne à retrouver son énergie ou sa forme. Après, ça dépend du niveau de fatigue. Maintenant, si on parle d'une pathologie cardiovasculaire, il y a un handicap, c'est-à-dire qui est clair, là on adapte, c'est même pas interdire, c'est toujours on adapte selon le niveau. Et après, c'est tout le monde qui peut faire du sport. Il n'y a pas de, je pense que c'est la seule activité que tout le monde peut faire. Tu peux faire voilà, tout le monde peut faire l'activité. Mais vous l'avez toujours dit, Jalil, qu'il faut après un effort physique, il faut avoir un moment de récupération. Très important. C'est là où on parle de gestion de stress, de sommeil et tout. Donc on revient toujours à cette hygiène de vie, de ce cercle qui touche la gestion de stress, donc le repos, la récupération. Le sommeil, donc c'est lié, c'est très important d'ailleurs, souvent on le néglige. On parle beaucoup de sport, nutrition, on mange bien, manger, mais on ne se repose pas assez, on nourrit pas le corps humain, aussi bien spirituellement que le sommeil et je pense que la nourriture principale du corps, et je pense pour avoir une très bonne forme physique, surtout là je m'adresse avec vos gardes à l'hôpital et vous êtes parfois 24 heures de garde. Oui, parfois on n'a pas le temps si pour manger. Si toutefois la garde est respectée. 24 heures, nous, à l'hôpital. Oui. C'est difficile. C'est difficile de le faire, mais... Merci Jalil. Avec plaisir. Voilà, c'était là, on va dire, 4. Vous pouvez trouver d'autres facteurs, mais ce sont là les principaux, on va dire, voilà, les principaux facteurs de l'hygiène de vie, le sommeil, la bonne alimentation équilibrée. Après, il y a équilibré, c'est aussi, tout est relatif. Chacun son équilibre. Et je pense que aussi, ce qui est bien, ce qui est recommandé, c'est de réduire, on va dire, de sel, de sucre, et aussi de gras, voilà. Manger avec modération. Notre débat, là. Voilà. Avec modération. Avec modération, avec les fins d'année. C'est difficile, difficile, Mounir, avec les fins d'année. Oui, on peut se permettre. Résolution 2020. Ça, voilà. Merci à vous tous. C'était, on va dire, agréable de passer ces moments, cette première partie de cette matinale de ce samedi 27 décembre 2019. Merci, Dr. Widad Agabi. Merci à vous. On a évoqué avec vous le psoriasis, cette maladie qui, j'ai envie de dire, maladie du siècle. Exactement. Entre autres maladies du siècle. Avec 10 artistes pour, le mot saponification, des senteurs, on est revenu sur les vertus aussi, et aussi, entre autres méthodes de la fabrication de ces savons. Bien sûr. Il faut compter, on va dire, on l'a rappelé, on ne cesse de le rappeler, 150 dinars l'unité pour des savons équilibrés. C'est très joli, rien à envier, franchement, ce qui se fait de l'autre côté. D'une manière naturelle. Merci beaucoup. Très beau. Et merci à vous, Jalil Malestra, pour ces facteurs d'hygiène de vie, et à vous de noter ces facteurs-là pour commencer, on va dire, l'année 2020 de bon augure. Merci à vous. Oui. Je voulais ajouter juste un point qui fait beaucoup de bien, justement. Souvent, on ne néglige d'ailleurs, c'est la gratitude. Avoir de la gratitude pour des choses simples et dire toujours merci pour les choses. Voilà. C'est merci. Aussi très important. Merci Jalil. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. On va se retrouver demain. Bah écoutez, bonne année. Hein. Bonne année, meilleure année. De bonne santé et puis santé mentale et physique. Oui, surtout. Merci à vous. Allez, on va se retrouver dans un petit moment après ce magnifique reportage. On va découvrir un autre monde, cette fois-ci d'une artiste peintre. Il s'agit là de Dalal Hallou. C'est une autre journaliste, Lamia Boudgouda, qui a été à la rencontre de Dalal Hallou à la galerie Kateb Yassine à la place Maurice Audin à Alger. Un monde de couleurs, d'imagination et de forme avec Dalal Hallou. Un reportage signé Lamia Boudgouda. On revient juste après la matinale, ça continue.
Bienvenue dans le monde atypique de Delal Hello, une artiste hors pair, et cela se traduit par des œuvres uniques qui ravissent l'esprit et illuminent le regard par des compositions artisanales et picturales très originales. Bon, je m'appelle Carmina et je viens de passer par cette rue à Alger et j'ai vu cette exposition et alors je me suis dit, il faut la voir parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, complètement différent. Alors bon, j'ai tant aimé que j'ai acheté un des tableaux. Est-ce que vous pourriez nous le montrer? Ah oui, évidemment que je vais le montrer. Et c'est un tableau extra parce qu'il y a la peinture, il y a aussi la céramique et il y a, et c'est les couleurs. Les couleurs sont si vives, si expressives, si optimistes. Et je n'ai pas pu acheter un plus grand parce que je n'ai pas d'espace chez moi. À vue d'œil, l'artiste baigne dans un monde fleuri qui dénote d'une enfance heureuse passée au milieu de la nature. J'ai toujours fait ce que je suis en train de faire maintenant, étant enfant. Et en grandissant, ça a pris du volume et ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et ça s'est converti en tout ce qui vous entoure maintenant. J'ai grandi dans une grande maison où on a eu droit à beaucoup de plantes, d'arbres. On a eu le mimosa, il y a eu le mskellil, il y a eu le gala de nuit, il y a eu le jasmin. On a eu un peu de tout. J'ai eu de la chance. Moi-même, dans mon côté professionnel, j'anime des ateliers au niveau des établissements art et culture. Je fais de l'animation et des ateliers pour enfants de 6 ans jusqu'à 17 ans. Je leur apprends à dessiner, à bricoler et à faire de la récup. Oui. Toutes les choses insolites que nous, on croit qu'elles se jettent, elles peuvent se reconvertir en une pièce d'art. Des couleurs chatoyantes vives mélangées avec des couleurs pastel tendres dont elle seule a le secret et le mode d'emploi. Je suis très copine avec les couleurs. Ouais, j'adore la couleur. J'adore la lumière. J'adore quand c'est chaud, quand c'est gai. Ça apporte de la joie, du bonheur. Les couleurs raniment l'âme. Peinture, céramique, tissage, cuir et diverses techniques comme le miroir lui permettent de jouer avec les textures et de donner vie au sujet qu'elle crée. Le signe est omniprésent dans ses œuvres, à l'exemple d'El Khamsa, qu'elle reprend dans plusieurs tableaux. La Khamsa, dans notre culture, c'est surtout le mauvais œil et tout. Moi, c'est pas du tout ça. Oui. Je rends hommage à toutes les belles mains qui créent, qui construisent, qui plantent, qui apportent un plus à notre société. C'est un hommage aux belles mains. Ces compositions racontent notre culture dans toute sa pluralité et sa diversité. Vous verrez aussi que je reprends avec de la céramique, avec du verre et de la toile, le mélange des fils, du coton. J'essaye de faire un alliage entre le bijou, nos bijoux Chaoui, Mouzabit, Tlemcenia, Benoît, toutes les régions. J'ai voulu faire un assemblage, une sorte de collage entre le tapis et le bijou. Pour les femmes, surtout, les femmes, elles aiment. Vous verrez aussi le miroir, oui. Que j'ai beaucoup fait de miroir, oui. Mais c'est pour la femme. La femme, elle aime bien se voir et elle aime bien le bijou, c'est sa féminité. L'exposition est visible jusqu'au 7 janvier. Vos yeux seront à la rencontre de la beauté et de la créativité d'une artiste talentueuse à l'âme pure. Ne ratez pas cette exposition. Voilà, on donne tous les détails là en direct avec vous, Kenza Chah. Bonjour mesdames, messieurs, je tiens à rappeler qu'on est le samedi 28 décembre. Autant pour moi, on n'a pas enregistré l'émission et c'est juste moi qui suis en retard d'un jour où je veux pas que l'année 2019 s'achève. Merci à vous tous encore une fois de nous retrouver sur Canal Algérie pour la matinale. Bonjour d'Algérie de ce samedi 28 décembre, non pas le 27 décembre 2019. Me retrouvent les jolies jeunes demoiselles, j'ai nommé Kenza Chah, bonjour. Bonjour.
Ça va? Très bien. Très joli, habillé, Merci. on va dire, pour l'occasion, pour parler de la protection des sites touristiques, notamment la Casbah d'Alger. Et avec Salah Drabel, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci à vous. Alors, vous l'avez constaté, vous l'avez certainement constaté, c'est sa couleur préférée, le noir. Oui. Noir, c'est noir et il y a beaucoup d'espoir. Justement, on va revenir avec vous sur différents événements sportifs, notamment, on va dire, l'équipe nationale qui est de handball, qui est en stage pré-compétitif avant la CAN 2020, et aussi des résultats de la Coupe d'Algérie. Ça sera le tout dans un petit moment, juste après Kenza Nisha, qui aujourd'hui parlera avec le rôle que jouent les associations de la protection des sites touristiques. Avant cela, le jingle. Jingle. Ça swing. C'est trop fort le matin. En tout cas, c'est bien, un très bon choix de musique. Kenza Char, avec vous, on parlera de sites touristiques et de protection et le rôle que jouent les associations. Justement, on va parler de la Casbah d'Alger, mais pas que, mais on va parler aussi des différents sites touristiques que recèle la wilaya de Janet, voilà, qui a été, qui est devenue maintenant une wilaya. Justement, qui a été promue dernièrement, wilaya, justement cette très 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 belle ville du sud algérien, Kenza. Merci. Merci. Donc, justement, alors d'Alger, nous irons à Janet. Mais pour commencer à Alger, donc depuis le mois de décembre, il y a eu une très très belle initiative d'un groupe de jeunes bénévoles qui se regroupent chaque samedi matin au niveau de Ketchaoua pour aller juste. Alors, ils se regroupent. Et la mosquée de Ketchaoua, voilà. La mosquée de Ketchaoua, ils se regroupent et ils vont vers les sites, enfin, vers quelques placettes au niveau de la Casbah pour nettoyer. Donc, ils ont commencé tout d'abord par le nettoyage et puis par la suite, la peinture caractéristique de la Casbah, c'est la chaux. Donc, on a retrouvé dans certaines placettes, donc il y avait quelques dessins, il y avait quelques phrases, quelques graffitis comme ça, qui un petit peu. La plupart des gens, des amoureux de la Casbah disent que ça enlève un petit peu du charme de la Casbah, même si ça reste une identité du jeune et puis c'est une expression du jeune. Mais bon, ces jeunes-là ont tenté justement de nettoyer tout d'abord et puis par la suite peindre. Et, pour redonner vie peut-être. Pour redonner vie et puis pour redonner l'originalité et l'identité justement de la Casbah, notre blanche Casbah. Et donc par exemple aujourd'hui, alors ce qu'ils ont fait, alors une fois que maintenant c'est nettoyé, c'est peint. Ce qu'ils ont fait, à partir de 9h, vous pouvez aller les rejoindre, hein, même si ils ont commencé à 9h. Ah oui, c'est en cours. Justement. Ils se sont retrouvés ce matin à 9h. Vous pouvez les appeler d'ailleurs sur les images qui vont défiler sur leur page Instagram et leur page Facebook. Donc, ils sont animés, c'est des artistes qui ont cette fibre, c'est des jeunes artistes qui sont animés de cette créativité, ils sont animés de cet engagement justement pour notre Casbah. Donc ce qu'ils vont faire, c'est assez original, de faire une visite gratuite au niveau de la Casbah, en passant par les maisons qui racontent certaines histoires, pour que les personnes qui seront dans le groupe pourront à leur tour reprendre un peu ces histoires à travers des tableaux. Voilà. Donc c'est un petit peu vivre cette histoire de la Casbah, et voilà, c'est tout à leur honneur. Ces jeunes gens, ils le font de manière à encourager. Il est clair qu'on est censé garder l'authenticité des différents sites touristiques tels que, on va dire, le grand site, la Casbah d'Alger. Et il faut qu'il y ait aussi une touche, on va dire, récente et une touche contemporaine de ces jeunes qui sont, on va dire, originaires de la Casbah. Voilà. Exactement. Et je pense, ça, connaissez-vous la Casbah? Est-ce que vous avez? Je suis partie une seule fois, mais là j'ai envie de repartir pour voir dans un petit commencer. Moment. La matinale se termine, on fera la covoiturage. Ah oui, service sport. Voilà. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs les suivre, c'est-à-dire, alors c'est chaque samedi qui se retrouvent, vous pouvez aller juste, ne serait-ce que un petit soutien, ils font ça de manière bénévole. Donc on parle de tous les outils, les outils pour le nettoyage ou carrément pour la peinture. Toute aide serait la bienvenue pour ce groupe-là. Donc vous pouvez les retrouver sur la page Facebook Nas El Casbah en arabe, et puis sur Instagram NAS El Casbah. Voilà,
voilà, sur Instagram, vous pouvez les suivre. Et maintenant, partons du côté de Janet. On prend le vol pour Janet, le sud algérien. Prenons le vol vers Janet, donc la magique Janet. Vous êtes déjà partie? Non, personnellement non. C'est un site qui fait vraiment, c'est un... Déjà le Sahara, quand on y va, c'est... Vous ensorcelle. On nous ensorcelle. Je connais bien Bel, je connais Terry, je connais Ogla, mais pas encore Janet. Il faut aussi la faire. Déjà le sud algérien a un charme particulier. Exactement. Ça recharge nos batteries. Et d'ailleurs, justement pour ça, en ce moment, pour le réveillon, c'est le moment idéal de justement partir dans ces sites-là, the place to be, pour le réveillon. Mais voilà. Partons, les traces de l'humain, on constate toujours les traces de l'humain. Malheureusement, c'est des traces avec de la poubelle. On retrouve toujours très très nocives pour nos sites. Et donc, justement, parlant de Janet, donc il y a eu cette association. Donc c'est l'association de la protection du patrimoine, de la préservation de l'environnement et du développement durable qui a tout récemment, le 25 décembre, a organisé une conférence qui a accueilli les membres influents justement de la ville de Janet pour parler de l'état de l'environnement de Janet, parce qu'il faut dire, Janet aujourd'hui croule sous les déchets. Et donc d'ailleurs on retrouve parfois les samedis, il y a certains groupes bénévoles qui font carrément... Bonne image entre autres. Oui, ça c'est le groupe justement qui a organisé toute cette conférence là. Donc c'est vrai qu'à Janet, ils font un travail formidable à saluer. Oui, les samedis ils se retrouvent des bénévoles seuls, ils font parfois appel au secteur, au privé pour avoir quelques outils pour le nettoyage justement, le déplacement des déchets sur place. Mais voilà, donc cette conférence là, c'est toujours beaucoup plus important de laisser place au savoir. Donc ils se sont réunis pour essayer de trouver justement des solutions. Excusez-moi peut-être de vous interrompre. Oui. Je vais pousser un petit coup de gueule en ce matin. Je pense qu'on n'est pas là à justifier certains gestes, on va dire, nocifs de certains citoyens qui sont algériens, qui sont censés protéger en premier lieu nos sites touristiques. Quand on mange quelque chose, quand on a, on va dire, une petite faim, on mange quelque chose, on a nos petites poches. Exactement. Quand c'est un petit sachet ou un petit emballage, on peut les mettre dans les poches. Et surtout, on n'arrive pas à tolérer ces graffitis, ces peintures c'est sur des gravures rupestres qui datent de plusieurs siècles. C'est intolérable. Juste, il faudrait qu'il y ait des associations qui forment, j'ai envie de dire, des agents pour protéger ces sites touristiques-là, surtout dans les moments, on va dire, de grande affluence de touristes. Alors justement, là, j'aimerais vous dire que la responsabilité aussi est partagée. L'humain, c'est tout à fait normal. L'humain, quand on lui donne ses outils pour réagir sur le terrain, voilà, il apprend. Quand on met assez de poubelles, il est là, il jette. Mais effectivement, là, quand il y a les outils, c'est très bien. Mais par la suite, il faudrait aussi qu'il y ait ce travail justement de sensibilisation sur le terrain. Donc, il y a eu différents ateliers qui ont été faits. Donc, les méfaits justement de cette pollution sur la santé publique. Donc, c'était en collaboration aussi avec la direction de la santé sur place, mais aussi sur les détritus ménagers aussi sur l'environnement et sur les sites touristiques. Donc, c'était en collaborant aussi avec la présence de la direction de l'eau et de l'environnement sur place, mais la direction de ressources en eau et de l'environnement. Donc il y a eu des ateliers qui ont été faits, donc des propositions ont été faites, et justement revenant à cette démocratie participative que certes les associations seules ne pourront pas justement arriver à gérer eux seuls justement à protéger Janet. Donc justement toutes ces recommandations-là ont été déposées au niveau des autorités locales qui ont toutes leurs responsabilités justement pour préserver. Leur conclusion était: nous jeunes, nous sommes prêts pour nettoyer. Autorités, écoutez-nous et collaborez avec nous. À la tête de cette wilaya, une jeune Wali, oui, c'est ça, effectivement, qui est tout oui pour toutes, je pense, recommandations et aussi demandes pour la protection de cette très très belle ville, à savoir entre autres très belle ville du sud algérien, Janet. Merci Kenza Necha. Merci. C'était la cour et concis, elle était là, elle a tracé tout droit aujourd'hui, Kenza. Et j'adore ce que vous portez, c'est juste magnifique. Merci. On passe à Sarah qui est aussi toute jolie, voilà. Et Women in Black. Là je reprends, on va dire, la place de Jalil Merezqa.
parce que peut-être de l'anglais. Alors là, justement, on va parler, pour commencer, on va parler de ce tournoi de l'Union nord-africaine et féminine, c'est ça. Et on parle de ce premier match Algérie qui s'est imposé face à l'Égypte avec 3-0, c'est ça. Alors pour le tournoi, c'est un tournoi qui a été organisé en Algérie pour la première fois. C'est un tournoi féminin des moins de 21 ans. Donc le maximum d'âge c'est 21 ans. Les joueuses... voilà. Je reprends avec l'anglais. Donc les Algériens se sont imposés sur un score de 3-0 face à l'Égypte pour le compte du premier match de ce tournoi. Sur le plan technico-tactique, les filles étaient vraiment au top, à la hauteur. Et on vous laisse regarder voilà, ce sujet qui est signé. Sarah, elle ne peut pas la lancer quand même. Allons-y. C'est avec une grande volonté que les Algériennes ont entamé le premier match du tournoi UNAF, en battant les Égyptiennes avec un lourd score. Les filles d'Ahmed Laribi ont commencé à attaquer dès les premières minutes du coup d'envoi et ont ouvert la marque 6 minutes après grâce à Rennouch Rada. Un quart d'heure plus tard, Ournani Khouloud a réussi à mettre le ballon dans la cage de la gardienne Farah Samir et inscrit le deuxième pour l'Algérie. Le scénario de la deuxième mi-temps était pratiquement identique à la première, puisque les coéquipières de Rabhi Assia ont continué à créer des occasions. C'est ainsi que Barty Nassima a inscrit le troisième but à la 58e minute de jeu sur penalty. Une précieuse victoire de 3-0 pour les Algériennes, qui leur permet de s'installer à la tête du podium. Pour ce match d'aujourd'hui, on l'avait attendu avec impatience parce qu'on avait pris l'équipe il n'y a que 15 ou 20 jours. On a eu un seul match d'application contre l'équipe de la Sûreté nationale. Et puis pour ce tournoi de l'UNAF, c'est vrai qu'on avait senti qu'il y avait d'abord de la qualité lors des séances d'entraînement. Et puis vous savez, dans le football, c'est bien de s'entraîner, mais il n'y a pas meilleur que la compétition parce que c'est le meilleur indice révélateur. Aujourd'hui, c'est vrai, on a gagné par 3-0. C'est une belle rentrée en UNAF. Ça va nous permettre de mieux préparer le match contre le Soudan à Khartoum. Ça, c'est intéressant. Heureusement que la chance a été de notre côté. On a réussi à marquer d'entrée un but de but. Ça nous a un petit peu relâché. Les deux buts ont libéré les joueurs algériennes. Et puis on a essayé de gérer pour sortir au moins avec l'essentiel, c'est de ne pas encaisser de but. يا ربي لا فيكتوار هذه ونشكر كامل اصحاباتي اللي حطوا كامل واش عندهم وماذا بينا هذه اليوناف تقعد هنايا في الجزائر. Franchement, je trouve qu'on a vraiment bien joué dès la première mi-temps. On a mis nos pieds, on est arrivé agressif. Du coup, on a la récompense de nos efforts. Et c'est de bon augure, donc on va essayer de continuer comme ça pour le reste de la compétition, Inch'Allah. Quant au match d'ouverture qui a opposé le Maroc au Burkina Faso, les Marocaines ont dominé cette rencontre en s'imposant sur un score d'1-0. Un résultat qui permet au Maroc de s'emparer de la deuxième place du classement. Voilà, justement. Et c'était en tout cas un magnifique match, les filles de M. Laribi, que nous saluons au passage. Et justement, on parle de deuxième match Algérie-Maroc, 0 partout. 0 partout face à une bonne équipe du Maroc. Les filles d'Ahmed Laribi ont assuré encore une fois. Encore une fois. Voilà. On sent encore une fois, Sarah Delbel, on sent une image dans ce sujet. De silence a été respecté en guise d'hommage et de recueillement suite au décès du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah lors du match qui a opposé l'Algérie au Maroc. Dans ce match de l'avant-dernière journée du tournoi UNAF, les 22 joueuses sont rentrées sur le terrain avec la ferme intention de réaliser un résultat positif. Dès l'entame de la première période, les Algériennes ont commencé à attaquer et ont créé la première action dangereuse à la 5e minute de jeu. De leur côté, les Marocaines ont raté quelques occasions, mais n'ont pas réussi à trouver la faille face à une défense solide. C'est sur un score vierge que les deux formations se sont quittées à la pause. Au cours de la seconde période, les coéquipières de Hamadi Karima ont continué à créer des occasions. Malgré les 4 changements effectués par le coach Ahmed Laribi, mais les Algériennes n'ont pas réussi à ouvrir la marque puisque l'opposition du Maroc était efficace, avec des joueuses qui ont bien défendu leur cage. 0 partout. Tel était le score final.
ceux qui connaissent le football et qui apprécient le football, aujourd'hui ça a été vraiment un match sur le plan tactique excellent parce que c'est vrai, au niveau de l'animation offensive, ça n'a pas été tellement beau, mais je pense qu'on a su gérer le bloc équipe pour ne pas aller vers l'avant et essayer de gérer. On avait la possibilité de marquer 1 ou 2 buts, mais je pense que dans l'ensemble, pour moi, le résultat est satisfaisant. C'était un match compliqué, on était face à une bonne équipe du Maroc. Bon, je pense que le match nul, c'est un peu cruel parce que on a fait un bon match dans l'ensemble, on méritait de gagner devant notre public et tout ça. Mais bon, on n'a pas mis les ingrédients pour, c'est frustrant un peu, mais c'est mieux que rien. L'objectif, c'est peut-être de ne pas perdre et j'espère que le prochain match, on va le gagner pour gagner ce tournoi, Inch'Allah. Avec ce résultat, l'Algérie occupe toujours la première place avec 4 points. Alors Sarah. Alors, pour le 3e et dernier match qui se jouera aujourd'hui, ça sera face à la Tanzanie à partir de 14h au stade de Dar el Beda. Et j'invite tout le monde à aller supporter et encourager ces athlètes parce que quand même les gradins ne sont pas assez remplis. C'est vrai qu'il y a eu quelques familles qui sont venues voir ces filles, mais pour ce dernier match, pour garder ce trophée en Algérie. Alors juste rappelez-nous l'heure, c'est à partir de 14h au stade de Dar el Beda. Excellent, justement. Et avec Hakim Kishroud, on passe tout de suite à travers ce sujet au résultat de Ligue des Champions. 3e journée, groupe D avec la JS Kabylie et Raja Casablanca. Et il va aborder également le programme de la Ligue des Champions, 3e journée, groupe C, ISM Alger et les Sundowns. La GS Kabylie, l'un des 2 représentants algériens en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football, s'est incliné hier face au Raja Casablanca en match disputé au complexe Mohamed V dans le cadre de la 3e journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique. Après une première mi-temps terminée sans but, les locaux se sont révoltés après la pause en ouvrant la marque par l'entremise de l'attaquant congolais Ben Malongo, 51e, avant que Sofiane Rahimi ne corse l'addition 3 minutes plus tard à la 54e minute de jeu. Les choses se sont compliquées pour la GS Kabylie qui concède sa 2e défaite de rang en déplacement après celle face à l'Espérance de Tunis, 1-0, un revers qui fait reculer les Canaries à la 3e place au classement avec seulement 3 points. Lors de la 4e journée, la GS Kabylie recevra le 10 janvier le Raja Casablanca à 17h, alors que l'Espérance de Tunis se rendra à Kinshasa pour affronter l'AS Vita Club le 11 janvier. L'autre représentant algérien dans cette compétition, l'USMAD Alger, engagé dans le groupe C, recevra ce samedi les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns au stade Mustapha Tchaker de Blida à 17h. Les Algériens comptent seulement 2 points en 2 matchs. Voilà, c'était là Hakim Kishroud qui évoquait à travers ce sujet des résultats de Ligue des Champions 3e journée groupe D avec la JS Kabylie et la Raja Casablanca et aussi le programme de Ligue des Champions 3e journée groupe C, ISM Alger et Sundowns. Avant de passer aux autres résultats sportifs s'agissant le basketball, encore le handball, il y a un rendez-vous Kenzan Charles. Il s'agit là d'un concert caritatif qui aura lieu au parc zoologique de Ben Aknoun à l'initiative de l'association LML sportif équestre. Donc l'initiative est très 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 belle parce que pour y accéder il suffit juste de ramener un don pour qu'il soit au profit des nécessiteux, ramener un don pour partir voir. Alors, quand vous dites don, c'est un don, alors des vêtements, des denrées alimentaires, tout type de dons, et pour voir, alors on aura comme rendez-vous donc la merveilleuse Menel Gharbi, et puis il y aura aussi Jam, Elfen, il y aura El-Day, le groupe El-Day, alors il y aura Riles et puis aussi Tela. Donc voilà, une belle initiative. Ça sera le samedi prochain, le 4 janvier. Exactement. Voilà. La Hamjay. C'est le 4 janvier, samedi 4 janvier. À partir de 15h. Voilà, le rendez-vous est pris. Revenons aux résultats sportifs Sarah Derbel, cette fois-ci avec le programme de la journée de la Coupe d'Algérie. Oui, alors la Dame Coupe a repris jeudi pour les 32e de finale. Le programme d'aujourd'hui qui commencera à partir de 14h, on va donner juste les matchs, les plus belles affiches. Donc on a l'US Souf face à l'USM Belabès à partir de 14h, le RCR Bara Mok Constantine, le IS Tirnif face au CR Belouizdad, le MCA, le Mouloudia d'Alger face à Magran, le CS Constantine NC Magra, le Kaba Borjouarerij IR Meshria,
la JS Saoura DRB Tejnant. Voilà, pour le seul match qui sera télévisé, ça sera l'OM Médéa face au Mob de Béjaïa sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Voilà, et justement, on parle maintenant, après le programme de la Dame Coupe, on passe au handball et on parle là de l'équipe nationale qui est en stage pré-compétitif avant la CAN 2020 qui aura lieu, rappelons-le, en Tunisie. Oui, en janvier, le 16 janvier. Donc l'équipe nationale de handball s'est envolée jeudi, je crois qu'on a les images, jeudi matin vers la Roumanie pour disputer des matchs pré-compétitifs à quelques jours de la CAN. Le premier match se déroulera aujourd'hui à partir de 15h face à la Macédonie. Le deuxième match aura lieu demain face au vainqueur du match Roumanie-Hollande. Donc c'est un petit tournoi entre les quatre pays et c'est un tournoi pré-compétitif pour préparer la CAN 2020. Voilà, c'était là toutes les news sportives avec vous, Salah Delbel, merci beaucoup. Avec plus de détails s'agissant, on va dire, tous les résultats événements sportifs dans nos éditions. Dans les prochaines émissions. Prochaines émissions et journaux télévisés de Canal Algérie. Merci beaucoup, Salah Delbel. Merci à toi. Voilà, il parlait de Meresra, de gratitude, d'être gratifiant. Merci. Voilà, Kenza Michal, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. C'était là la matinale Bonjour d'Algérie de ce samedi 28 décembre 2019. Merci de nous avoir prêté attention. Téléréalisation de cette matinale aujourd'hui, Abdelkrim Bougra au scriptana, Nassima Zaidi à la préparation de cette émission, notre chef d'unité matinale Myriam Akak. Un grand merci aux techniciens et techniciennes du studio 7 du Boulevard des Martyrs de la télévision algérienne. En attendant de vous retrouver demain à partir de 9h en direct sur Canal Algérie, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. D'ici là, ciao ciao.